Du lundi au jeudi, de 11 h à 18 h, Lara accueille les flâneurs et flâneuses à bord de sa calèche. Mais cette cochère n'est pas la cochère ordinaire d'une rue ordinaire, d'une ville ordinaire. Allez, aquí. Car Lara est la cochère extraordinaire de la non moins extraordinaire rue de l'Étuve à Bruxelles. Et Lara adore son métier. Elle aime le bruit des sabots sur le pavé, brosser ses chevaux dans le sens du poil et la chaleur du soleil sur sa peau après la pluie. Mais elle n'aime pas les gaufres tièdes, les montages kitsch de chevaux et les Instagrammeuses qui posent devant sa calèche. Depuis 6 ans, elle parcourt les 3 rues de l'Étuve avec à son bord des touristes du monde entier. À sa gauche, à sa droite, elle leur montre tous les attraits de la petite rue de l'Étuve. Alors ici, on passe à côté de l'hôtel Amigo. L'hôtel Amigo, c'est un hôtel 5 étoiles qui a été construit à l'occasion de l'Expo universelle. Et surtout, le clou du spectacle, lui. Et le voilà, la superstar de Bruxelles, notre ami Manuel Kempis. Elle sait que tout le monde vient ici pour le voir lui, le petit bruxellois. Ce petit quête, haut comme 3 pommes de terre, mais si désinvolte qu'il en est presque fier. Tous se pressent à ses pieds, tour à tour contemplatifs, déçus, admiratifs, interloqués. Ne serait-ce pas comme un soupçon de jalousie que l'on sent tout à coup pointer le bout de son nez ? Comment peut-on être aussi connu en étant aussi petit, en n'ayant rien accompli dans sa vie ? Peut-être qu'il vient furtivement nous rappeler quelque chose du gamin qu'on a un jour été, ou du gamin qu'on aimerait encore pouvoir être. Elvis, Elvis, Elvis. Car au fond, qu'est-ce que l'on sait de ce qui fait une vie réussie ? A-t-on besoin de se hisser au rang de héros, de devenir un James Bond infaillible et fabuleux pour être heureux ? Est-ce que ça ne pourrait pas juste suffire de vivre, comme lui, de vivre chaque jour avec légèreté et insouciance ? 2, 3. Mannekepie, petit gars de Bruxelles, Mannekepie, petit porte-bonheur. Depuis 6 ans qu'elle la parcourt, jour après jour, sa petite rue de l'Étuve, Lara pense bien qu'elle n'a plus de secret pour elle. Elle connaît par cœur ses amoureux qui se bécotent autour d'une gaufre tiède en toute intimité. Ces chasseurs de trésors pour frigo qui hésitent pendant une demi-heure entre une petite moule ou un bébé doré. Elle connaît par le menu chacune des poses selfies qu'il est possible de prendre. Et elle sait que chaque geste ordinaire que l'on fait vient trahir quelque chose d'extraordinaire qui nous habite. Pourtant, il y a encore tant de choses que Lara ignore. Et elle, qui montre aux touristes les héros de la rue, ignore que c'est ici, au numéro 30, qu'elle devrait pointer. Là où Sébastien travaille depuis 10 ans et où la vie lui a appris à prendre de la hauteur sur tout, et surtout sur lui-même. Elle ignore, quand elle croise Agnès et Pete, que ce petit couple de pensionnés et elle ont bien plus en commun qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Qu'ils partagent une souffrance et un soleil qui les réchauffe chaque jour. Lara ne sait pas, quand elle tourne à droite ici, qu'elle passe sous les fenêtres du plus grand gamin de la rue. Un gamin aux lunettes rouges, qui a gardé toute sa vie un peu de la folie qui nous habite enfant et n'a jamais, jamais perdu l'envie de jouer. Car ici, dans la rue de l'Étuve, comme vous avec vos voisins, tous ignorent au moins une chose de la vie des uns ou des autres. Une chose qui fait le sel de leur vie. Mais commençons par le beau milieu de la rue, derrière cette imposante grille en fer forgé. Ici, dans ce grand bureau, Sébastien et son équipe de paysagistes architectes s'occupent à jouer avec l'espace. Ils mesurent, calculent et inventent des lieux publics, afin de faire de notre séjour sur Terre un moment agréable. Il y a ceux qui passent dans la rue en regardant les filles, les vitrines ou leur écran. Et il y a ceux qui voient la rue, comme elle vit, comme elle vibre. Et la manière magique dont elle peut parfois se faire le miroir presque exact de ce que l'on vit au plus profond de notre être.
Quand je me promène dans la rue de l'Étuve en particulier, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui se rapportent un petit peu aux épreuves que je traverse ou à la vie que je traverse. Le fait d'écouter ce qui se passe dans la rue, de voir des choses, de sentir les odeurs du marchand de gaufres, de goûter le chocolat, des choses comme ça. C'est une rue qui sollicite pas mal les cinq sens. Et moi, d'un côté, dans toutes les épreuves médicales que j'ai pu connaître, mes sens ont toujours été un peu affectés. J'ai perdu le goût à un moment après un traitement de radiothérapie pendant 1 mois. Et ici, je me souviens de ressentir de nouveau un peu les odeurs qui apparaissent, de pouvoir regoûter des choses. Ça redonne chaque fois un petit peu de vie. C'est une rue qui a connu plein de chantiers successifs avec des maisons qu'on déconstruit, qu'on reconstruit, la rue qu'on ouvre, qu'on referme. Et c'est vrai que j'ai eu ça moi-même au niveau du corps par rapport à un cancer de la peau que j'avais attrapé 2 ans plus tôt. Moi, j'ai emprunté la rue de l'Étuve un nombre incalculable de fois, et notamment au niveau du suivi médical, puisque l'hôpital est pas loin ici. Il y a le milieu professionnel, il y a le milieu médical, et puis j'ai rajouté la touche histoire d'amour. Et quand ma copine m'a annoncé à l'époque qu'elle avait envie d'aller faire ce voyage en Amérique du Sud, j'étais retenu à Bruxelles parce que je devais suivre un traitement. Je me suis dit, peut-être qu'avec la rue de l'Étuve, je peux quand même lui rendre un petit peu l'appareil et la faire voyager aussi, juste en allant à la rencontre des passants que je croiserai, de toute la diversité qui existe dans une petite rue au pied de mon bureau. De me dire, tiens, je vais peut-être monter un petit film en interviewant chaque personne, en essayant d'avoir des langues de tous horizons, et de lui faire aussi un petit message pour que, même si j'étais bloqué, moi, à Bruxelles, d'un côté, je pouvais aussi la faire voyager à mon tour. Hello Melissa, எப்படி இருக்கீங்க? 你好，Melissa，小心蚊子咬。 سلام ميليسا، أتمنى أن تكوني بخير. مع السلامة. Have a good time. Slana Walia. Hello Melissa, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. Papa, bye. Profite bien du soleil parce que nous, ça nous manque ici. Dix ans après cette vidéo, du temps a passé, et on est toujours ensemble, on est amoureux plus que jamais. Comment sait-on que la personne que l'on choisit est la bonne? Celle qui nous soutiendra et nous permettra de déployer nos ailes. Et surtout, celle avec qui on ne s'ennuiera jamais et à qui on aura toujours quelque chose à dire. À la résidence Étuve, au bout de la rue du Manneken-Pis, Agnès et Pete ont tiré la bonne pioche. Rien ne les use, ni la routine, ni les entailles de la vie. Peut-être parce qu'ils réinventent en permanence les gestes qu'on pense connaître par cœur. Comme d'éternels enfants qui n'ont jamais perdu le goût de s'émerveiller et de s'amuser. C'est mon partenaire, mon complice. Oui, complice, surtout complice, je crois, oui. Parce qu'on a plein de petits secrets, naturellement. Quand il n'est pas là, il me manque. Hein. Allez, je ne vais pas dire ça 24 heures sur un temps, mais enfin, surtout maintenant, avec l'âge, c'est super bien. Oui. Chaque jour a de plus en plus de valeur, puisqu'il n'y en a plus tellement qui restent. Voilà, c'est ça. Et on est très contents d'être ensemble. Et ce que j'ai aussi, moi, c'est d'avoir perdu, au départ, 20 années, en fait, avant de se connaître. Oui. C'est 20 années sans Agnès, c'est du temps perdu. Moi, j'étais amoureux de mon frère, donc... Oui, voilà, ça. Avec tant que petite fille. Quand on est amoureux, on voit la vie autrement. Tout est en rose, quoi. Pas uniquement la personne qu'on aime, mais aussi la façon de
de voir le monde, quoi, ce qui arrive. J'avais la même sensation avec la naissance des enfants. Hein. Ça aussi. Parce que ça donne... On a l'impression, ça c'est le maximum. Oui. Il n'y a aucun enfant qui peut encore surpasser. Et quand le second naît, c'est la même chose. On a de nouveau cette sensation, c'est la même chose. J'avais vraiment l'impression que je ne touchais plus le sol, que je volais au-dessus. Poètes du quotidien, Agnès et Pete se sont construits un tas de petits rituels. Chaque jour, depuis 12 ans, elle capture un moment de vie et lui y apporte un texte. Ou vice-versa. Comme leur amour, par petites touches, ces collectionneurs d'instants se sont construits un vivarium coloré. Moi, je dis, je vais faire ça jusqu'à ma mort. Et je suis toujours occupée, donc je suis toujours pas morte. En fait, je crois que l'idée du départ, c'était aussi, il faut trouver le cadeau. Dans chaque jour qui s'est passé, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui s'y trouve, peut-être caché. Et puis le soir, on y réfléchit et on trouve ce cadeau. Oui, oui. Et puis ce cadeau, oui, on l'a trouvé dans les moments les plus pénibles. C'est... Oui. On est maintenant à la 51e livre. Oui, livret de ton côté, oui. Et alors, j'en ai encore acheté 9, donc on aura 60 petits livrets. Et pourquoi 60? Parce qu'on n'a pas plus de place dans notre armoire. Agnès et Pete l'ont compris. La beauté du monde n'est pas difficile. Elle s'offre sans se faire prier à qui sait l'admirer. Mais que faire quand une partie du monde se dérobe à nous, quand la beauté qu'il charrie, le sens qu'il porte, nous échappe? Peut-on se mettre à chérir quelque chose qu'on n'a jamais compris? Ici, à la bibliothèque du Conservatoire de Bruxelles, Rodolphe sait que oui. Car c'est ici, quelques mètres au-dessus de la petite fontaine, au milieu des contrebasses et trompettes qui s'accordent, que Rodolphe a atterri, en étant le premier surpris. Ce qui est comique, c'est une voyante qui m'avait dit que je serais toujours entouré de livres. Je ne comprenais pas trop pourquoi, parce que ce n'était pas du tout ma destinée. En primaire, j'avais énormément de problèmes de lecture. Les mots, je ne les voyais pas, je ne lisais pas en fait. Pour moi, c'était même pas des lettres, des symboles. Enfin, je voyais pas. Je voyais un paquet de lettres, mais sans coupure. Je pouvais pas m'imaginer les mots. Je voyais que des lettres. Mais si on me donnait le mot voiture, j'avais l'image, mais j'avais pas les lettres, j'avais pas le mot. Alors imaginez avec des mots comme incompréhension. Pour moi, ça voulait rien dire, parce que c'était pas matériel. Quand on a commencé à me demander des rédactions, pour moi, c'était impossible. J'avais les idées en tête, mais c'était impossible de les reproduire sur papier. J'y restais des heures et des heures, mais j'arrivais pas à écrire ce que je pensais. Pour les lettres d'amour, j'avais une astuce. C'est encore une astuce, je suppose, de dyslexique, parce que j'avais une petite amie, et alors quand je lui écrivais, je trouvais toujours un moyen détourné pour écrire. Par exemple, je commençais à écrire par le centre, et je faisais tourner les mots, et ça venait tout seul. Donc j'étais dans un sentiment, je pense, pour faire découvrir quelque chose. Et le fait d'écrire en cercle comme ça m'aidait dans les mots. Ou alors je commençais par les bords, j'écrivais tout à l'envers. Et je faisais le tour du courrier, et je revenais vers le centre. Et ça, je pense, ça devait m'aider. C'était toutes des astuces comme ça. Et les mots s'enchaînaient,
ça allait tout seul, c'était comique. J'ai eu un déclic. C'est un ouvrage, L'Aiguille creuse d'Arsène Lupin, c'est un ouvrage qui nous était imposé par l'enseignement. Je me suis accroché dès le début, parce qu'il y avait des énigmes, parce que je pense aussi que l'écriture devait être fluide, et puis je me suis accroché. Il y a des fois, je devais lire plusieurs fois la même page, parce que pour moi, c'était un mélange de lettres. J'ai mis, pour lire L'Aiguille creuse, minimum 2 mois, en y étant tous les jours. Pourtant, c'est pas un livre épais, hein. Mais enfin, je me suis accroché. Et c'est ça qui a fait le déclic dans la lecture. Mais j'ai repris confiance en moi après cet ouvrage-là, parce que je me suis dit que j'avais la possibilité de pouvoir avancer comme les autres, de lire tout ce que je n'avais pas lu, en fait. Tout ce que j'avais feuilleté. J'avais 2 encyclopédies complètes à la maison. Je n'avais regardé que les images. Et donc, je me suis mis à lire. Voilà. Vous travaillez quoi? Musset. Qu'est-ce que Molière. Molière. Il y a une petite différence. Il y a une petite différence, un petit peu. Je veux dire, le premier bouquin que j'ai lu, moi, c'était un enfer, quoi. Il fallait 2 mois pour lire un bête livre. Quoi. Ouais. C'est affreux. Et on ne comprend pas. Non, c'est ça. Alors, tu recommences le paragraphe. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai lu? Je sais plus. Et toi, c'est quoi ton... Quoi? Moi, c'est la dysorthographie aussi, dyscalculie, mais clairement, ça me fatigue très très fort de lire. Quoi. Même si tu dois prendre les chemins de traverse, tu y trouveras, tu y arriveras, tu verras. C'est adorable. Bah non, c'est la vérité. Se retrouver entouré de livres, à conseiller des étudiants dans leur lecture, c'est vraiment un parcours bizarre quand même quand on y pense. Je pense que j'ai jamais été contre les mots. J'ai été heureux de les rencontrer, et de les rencontrer encore maintenant. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, hein, donc on les rencontre encore. Comme Rodolphe, est-ce qu'on n'a pas tous connu, enfant, un moment d'incompréhension fondamentale? On est là dans notre univers d'enfant et on voit bien que les adultes autour ne comprennent pas, un besoin que l'on a ou un manque qu'on ne sait pas exprimer. Et de là naît un horrible malentendu. Qu'est-ce qui se passe quand, à l'inverse de Rodolphe, on n'a pas su ou on n'a pas pu le résoudre, ce malentendu? Quand la rencontre n'a pas eu lieu. Voilà l'énigme de Thomas, serveur emblématique de ce café emblématique, à 2 pas du conservatoire, juste en face de la petite fontaine emblématique. Peut-être qu'on n'arrête jamais de l'attendre, cette rencontre, et que, même adulte, on reste toujours fidèle à cet enfant qui attend d'être compris. Et madame, bien sûr aussi. Un de mes moments préférés, c'est quand ma terrasse est complète, remplie, et que tout le monde sourit. Ce n'est pas le sourire de circonstance, le sourire que tout le monde fait parce que tu prends le bus, bonjour monsieur, bonjour, ça va. Non, quand je quitte une table et que ça se passe bien, c'est le vrai sourire des gens. C'est leur sourire maximum. C'est le sourire de bonheur, quoi. Je viens de leur donner du bonheur. Prise en tête. Hop, zou. Merci. C'était pas simple à la maison parfois. J'aurais peut-être eu besoin d'un petit peu plus de douceur ou de dialogue. J'étais pas du tout le genre d'enfant à poser comme ça des actes définitifs et taper ce poing sur la table. Si c'est comme ça, je m'en vais. Si t'es pas content, tu t'en vas. Eh ben, tu t'en vas. Eh ben, je m'en vais. Ça, c'était... Je me suis surpris. J'aurais jamais cru que je le ferais. Et je vous avoue qu'après avoir marché 20 mètres, je me suis retourné en espérant... Reviens, tout est pardonné. Non. Soit c'est tout, soit c'est rien. Soit je le fais à fond, ou bien soit je le fais pas du tout. Et ce jour-là, je l'ai fait peut-être trop à fond. C'est sûr. J'aurais pas dû. C'était trop tôt. Mais bon, ça m'a lancé sur le chemin de la vie active et du jour au lendemain, je suis devenu capitaine de mon navire et c'est surtout ça que je voulais, je pense. J'en avais marre d'être matelot. Petit à petit, je me suis mis à évoluer ici, j'ai commencé à avoir des compliments. C'était incroyable, c'était un petit peu neuf, quoi. C'était rarement arrivé avant. Entre guillemets, j'ai ouvert mes ailes et je me suis laissé porter par ce vent nouveau et ça m'a donné beaucoup de responsabilités et de confiance en moi.
Décevoir mes parents, c'est un petit peu la pire chose que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. Peut-être que je me mets trop de pression ou que je suis dans l'erreur, mais non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense qu'ils se sont vraiment dit du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi. Et ça, c'est horrible. C'est horrible parce que j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu de l'amour, à manger, à boire, un toit, du confort. J'ai eu tout ce qu'un enfant pouvait rêver, même plus. Parce que plus de vocabulaire, plus d'orthographe, plus de culture générale. Tout ça, c'est grâce à mon père. Et je me sens un peu comme un voleur, en fait, d'avoir accepté tout ça, d'avoir vraiment pris tout ce côté-là de son éducation pour me casser à 18 ans, sans avoir, entre guillemets, rendu. Non, ça, c'est... J'estime que c'est limite malhonnête comme comportement. Et je m'en veux. Il y a encore un vrai fossé entre moi et mon père. Et je me rends bien compte que juste ma présence ne suffira pas à apurer cette dette. Il faudra faire plus. Il faudra se mettre à nu et parler avec lui, quoi. Et ça me fait peur. J'en meurs d'envie, mais ça me terrorise. Ça me fout les jetons. Mes parents m'ont déjà vu bosser, mais c'était pas dans la meilleure période. Alors qu'ici, je suis persuadé, intimement persuadé qu'ils seraient trop fiers de moi, quoi. Il ferait que j'y suis arrivé et que j'ai enfin... J'ai trouvé ma voie et je l'ai choisie, je m'y suis lancé et finalement ça colle, ça marche. Rassurez-vous, ça va bien. Vous pouvez être fiers de moi. S'il y a bien une chose que tous les habitants de la rue du Manneken-Pis partagent, c'est cette capacité à s'accrocher à la vie, avec indolence et légèreté, et se créer des petits moments de bonheur. Et le meilleur à ce jeu-là, c'est sûrement Jackie. Serait-ce dû à l'influence magique de ce petit gars? À force de l'avoir sous le nez, Jackie l'a pris comme modèle. Et un des petits moments de bonheur préférés de Jackie se passe tous les vendredis après-midi, sur cette terrasse, avec sa boisson préférée. Meneer Jackie, goedenavond. Koffie of rosé? Rosé. Rosé, bedankt meneer Jackie. Dank u. Car derrière les petites briques de cette façade se cache un paradis insoupçonné, foutraque et grandiose. Le royaume de l'espièglerie et d'une certaine obsession. Alsjeblieft, hè. Geen tête à queue, hein, alsjeblieft. Pas toucher, hein, jong. Oh, bah, c'est pas vrai, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? C'est un fou ici. Een beetje zot. Jackie a donc deux passions, les Ferrari et tout ce qui est rouge. Pourquoi? Dieu seul le sait. Mais parfois, pour être heureux, on doit simplement se contenter de suivre son penchant, sans autre explication. C'est ce que Lara, la cochère de la rue, a fait, à un tournant difficile de sa vie. Elle s'est accrochée à l'élan de vie qui s'est présenté à elle. Un élan de vie doux, aux grands yeux et à quatre pattes. Si je dois
privé de mes chevaux plus d'une semaine, je suis pas bien. Je le vois, quand je pars en vacances, je peux pas partir trop longtemps parce qu'après une semaine, j'ai ce boule comme ça qui commence à monter en moi, une boule de nerfs, et je vais être hyper irascible. Rien que de savoir qu'elles sont là, qu'elles m'attendent et que je vais aller les voir, c'est le moteur qui fait que, bon, allez, hop, on se met un coup de pied aux fesses, on se met en tenue et on y va, quoi. Ma maman, en fait, c'était quelqu'un, dans les souvenirs que j'ai d'elle, de très solaire, de très joyeuse. On était extrêmement fusionnels. Quand j'avais 6 ans, maman nous a annoncé, après la naissance de ma petite sœur, qu'elle avait un cancer du sein. Très vite, en quelques mois, son état est bien pire parce qu'elle ne sait plus se lever, elle est alitée tout le temps. Elle donne le change, elle a toujours ce grand sourire. C'est elle qui réconfortait les gens qui venaient la voir, qui rigolait, qui souriait. Mais dans ma tête, elle allait sortir, elle allait guérir. Pour moi, c'était juste pas possible qu'elle disparaisse. Et c'était juste pas possible de continuer sans elle, en fait. C'est à ce moment-là que je rencontre Mistral. Je peux passer des heures à le brosser, à le caresser, juste être avec lui, en fait, ça me faisait du bien. C'est ce qui m'a aussi permis de trouver ma place à une période où, pour moi, tout était anéanti autour de moi. En fait, il n'y avait plus rien qui comptait, même plus moi-même. Il m'a beaucoup apaisée. Il m'a vraiment aidé à passer le cap, en fait, de la perte de maman. J'aimerais quand même bien que maman me voit et voit ce que je suis devenue. Et quelque part, voilà, j'espère qu'elle est fière aussi. Je pense que oui, de voir que j'ai appris à trouver le bonheur dans chaque petite chose, en fait. He is also the little fashion victim of Brussels. Comme Lara nous le dit, quand l'ombre à nos pieds se fait la plus grande, c'est parfois aussi que l'on est le plus inondé de soleil. Tout peut dépendre de où on porte son regard. Et il n'y a sûrement pas de meilleur moment pour chérir la vie et la célébrer que lorsqu'on en sent l'intense fragilité. C'est ce que Mélissa et Sébastien ont appris ensemble et qui les guide jour après jour. L'envie d'avoir un bébé est venue petit à petit puisque notre couple s'est construit de plus en plus. Et puis voilà, à un moment, on avait bien profité à deux. On s'est dit, ok, on a envie de fonder maintenant une famille. Et donc voilà, on a dû se poser plusieurs questions, notamment en lien avec le traitement que Seb avait à ce moment-là. J'ai appris que j'étais atteint de ce cancer à 25 ans. Aujourd'hui, j'ai quasi 38 ans. J'ai fait 13 ans de traitement. De rien, voilà, alors on réfléchit à ce moment-là aussi en disant c'est quoi notre avenir, le traitement, quelles évolutions après. Donc on voulait éclaircir un peu ces points-là et aussi éclaircir est-ce qu'il y avait un danger éventuel ou un risque plutôt qu'un danger sur l'embryon, etc. C'est plutôt des traitements pour des personnes plus âgées. Et donc quand moi j'ai demandé juste est-ce que je peux avoir un enfant, il ne savait pas me répondre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une récidive à ce moment-là où ça devenait vraiment concret. Ok, qu'est-ce que ça signifie? On va passer à un autre traitement mais qui est beaucoup plus agressif. Et comme le médecin savait qu'on avait un désir de parentalité, là il nous dit avec ce traitement-là, ce ne sera pas possible parce que ça va bousiller vos spermatozoïdes. Et j'ai été donner mon sperme dans une petite cabine, c'est super bizarre. On l'a fait, on avait un premier rendez-vous à la PMA et pendant ce temps, ça faisait 2 mois que je prenais plus l'immuno, donc je commençais à être nettoyé.
Et on m'avait savait que mis un c'était peu- possible que je tombe enceinte. Voilà, Qu'il y avait peu de c'était chance, possible, mais mais il y c'était avait peu de chance. Il y avait 2 semaines de fenêtre et c'était juste la période de nos 10 ans. On est parti dans une petite auberge en France, faire un petit week-end en amoureux, un bon resto. On a bien profité du resto et du reste. Du coup, moi, j'ai fait un premier test qui était négatif. Et donc, c'était très bizarre parce que j'ai été un peu en mode « Ah, ouf, c'est bon, je suis pas enceinte. » Alors qu'on voulait quand même. Mais bon, ça, c'est... je sais pas pourquoi j'ai eu cette réaction. Et puis, bon, bah voilà, ça a continué à ce que j'ai pas mes règles. Et du coup, j'ai refait un deuxième test quelques jours après. Et là, il était positif. Et donc voilà, je l'ai annoncé à Seb le soir. J'avais acheté des petits pastéis de nata. J'en avais pris 2 grands et un petit. Bon, il a très vite compris. Et donc voilà, on était forcément hyper heureux. Bah, j'ai eu peur, ouais, à certains moments. Je sais que je me questionnais en me disant mais est-ce que t'as pas fait, pas une bêtise, mais je vais peut-être pas savoir assumer d'avoir un enfant. Voilà, est-ce que je vais pouvoir être près de ma fille, la voir grandir, parce qu'on trouvait pas la bonne solution avec les médicaments. Vraiment, pendant qu'on cherchait avec le médecin, je me souviens vraiment lui avoir dit à un moment, entre 4 yeux, j'ai dit écoutez, vous savez que je vais avoir une fille, je veux la connaître. Je veux la voir grandir, donc maintenant il faut trouver une solution. Et il m'a regardé, il a dit j'ai bien compris et je fais mon possible. Et je sais pas si... Voilà, c'est un concours de circonstances, mais quelques semaines après, on trouvait la bonne combinaison et j'ai pu démarrer avec ce traitement-là. Et maintenant, ça fait 1 an et demi que je le supporte. Alors, il y a encore des phases d'effets secondaires, mais acceptables et qui ne m'empêchent pas, vraiment pas de profiter, d'aller jouer avec Mélissa et Léa et d'avoir ce bonheur incroyable. Et il y a tous les remèdes chimiques qui existent, mais voilà, l'avoir maintenant, ça donne une force incroyable. La vie est facétieuse et elle ne nous amène quasiment jamais là où on s'attend. Mais c'est souvent là, comme le savent Mélissa et Sébastien, que se cachent les plus jolis joyaux. Here, on the right side, this is the Hotel Amigo. Quand Lara et ses voyageurs passent devant l'hôtel de luxe du tout début de la rue, ils se doutent qu'ici, on est bien reçus. On est même très bien reçus. C'est un hôtel. À Bruxelles, un des plus accueillants. Terminé quelques mois avant l'ouverture de l'Expo de 1958, l'Amigo est construit sur les ruines d'une ancienne prison où les Espagnols, pendant l'occupation, engouffraient les fêtards et clochards, les amigos. Marc est concierge ici depuis plus de 30 ans. L'aboutissement d'une fascination d'enfant pour le luxe des grands hôtels suisses où il se rendait petit. C'est ici, derrière ce comptoir, qu'il se sent important et utile. Tout entier tourné à l'assouvissement des désirs de ses fortunés clients. Et jour après jour, il mouille la chemise en dessous de ses clés d'or pour y parvenir. 227 réclame le Figaro d'avant-hier. C'est pas commode, mais il faut me le trouver. Kinésie pédicure, Erfu Van Chang. C'est un métier qui est stressant au début, qui est stressant au milieu et qui est toujours stressant à la fin. On essaye de le cacher, mais on est perpétuellement dans le stress. Trouver, par exemple, une limousine qui doit aller chercher un client dans le quart d'heure à l'autre bout de la ville. Au même moment, vous avez un client qui attend sa confirmation de restaurant pour ce soir. Vous avez 2 personnes devant le comptoir qui ont besoin d'informations touristiques sur la ville. Pendant ce temps, les téléphones continuent de sonner. C'est une multitude de petites choses en même temps qui sont toutes urgentes. Alors ça, c'est la vraie difficulté de notre métier. Et rester calme. Toujours rester calme. Concierge. No, I'm sorry, Mr. Drowning. It won't be ready before 2 o'clock. Exiger de soi d'être parfait a un coût. Surtout quand un grain de sable vient se glisser dans une machine parfaitement huilée. Pas de réponse. Alors ce matin-là, je prends mon service.
On me signale qu'il faut trouver 2000 roses pour 10 heures, pour l'anniversaire d'une de nos clientes, qui est l'épouse d'un client très très important. C'est une surprise, elle n'est absolument pas au courant. C'est une demande qui a été formulée durant la nuit. Imaginez, rendez-vous compte, 2000 roses, c'est pas rien. On ne s'est pas contacté n'importe qui à 6h30 pour entamer ce processus de commande. Mais moi, ce que j'ai fait, une des premières choses, je crois à 6h31 ou 6h32, c'est de téléphoner à notre fleuriste, la fleuriste de l'hôtel. La journée s'écoule, nous sommes en relation régulièrement avec le fleuriste. Elle finit par me dire, écoute, ça va, nous avons les très belles roses, nous allons les avoir pour à peu près 10 heures. On voit toutes ces roses dans la grosse camionnette de notre fleuriste. La cliente, pendant ce temps, est au petit déjeuner, donc nous savons que nous avons plus ou moins 20 minutes pour tout installer dans la suite. Dans la suite, il y avait des roses sur les tables, donc il y avait des vases partout, à terre, sur les tables. Tout espace qui pouvait être comblé de roses était comblé de roses. C'était digne d'un très beau film, finalement. La journée s'écoule, je n'entends rien et j'ai fini mon service, je rentre chez moi tout simplement. Et dans le courant de l'après-midi, on m'appelle. Donc l'hôtel m'appelle et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a un problème. On m'explique que, en fait, l'information que j'ai reçue en matinée était quand même erronée. Parce que la réelle demande n'était pas une demande de 2000 roses, mais donc pas 2000 roses, mais 2 dozen roses. Alors, c'est presque la même chose à entendre, mais ça fait une sacrée différence. Alors moi, j'apprends ça, évidemment. J'apprends qu'il y a une erreur, donc c'est difficile à vivre, évidemment, parce que vous avez été acteur dans cette commande. Et alors, on met tellement d'amour et tellement d'ardeur dans notre métier qu'on prend sur soi. Donc, c'est pas facile à entendre. Il y a un peu votre monde qui s'écroule, parce que tout d'un coup, vous vous dites, ben non, ce qu'on a fait, c'était pas correct, finalement. On aurait voulu être, finalement, la personne qui arrêtait cette pierre, qui pouvait dire, ben non, attends, il y a une erreur, là. On a dû essayer de réparer ça, de trouver des solutions, de discuter avec le client, et finalement, il y a une belle coopération qui a été créée dans l'hôtel. Une partie de ces roses ont été achetées par le client, et puis une partie des roses ont été achetées par une partie du personnel de l'hôtel, à un prix coûtant. Donc on a ramené des très très belles roses à la maison, finalement, et l'hôtel a redistribué une partie des roses également dans différents hôpitaux à Bruxelles. Et ça c'est extraordinaire, c'est une belle aventure qui sort finalement d'une mésaventure. Il se passe des choses ici. J'aime mieux rester au lit. Il y a ceux, comme Marc de l'hôtel Amigo, que le stress du travail garde éveillés toute la nuit. Et puis, il y a les autres. Ici, à l'autre bout de la rue, dans la résidence Étuve, où habite Agnès Épite, cet autre concierge a décidé d'entreprendre une drôle d'expérimentation. Et si la vie servait juste à vivre? Si on ne se devait rien d'autre que le temps d'être soi-même et de contempler le monde? Comme un certain petit garçon le fait, au fond, juste au milieu de sa rue. La vie, c'est la vie. Mi-esthète, mi-ascète, François déroule ses journées comme il se roule ses cigarettes, avec élégance et simplicité. C'est pour moi un travail qui a du sens. C'est utile, c'est assez humble, mais qui a quand même une forme un peu, je ne sais pas si on peut dire romantique, ou j'aime pas tant que ça travailler non plus, donc je suis plutôt bien là-dedans. C'est pas un travail à temps plein. C'est chouette et en même temps, il n'y a pas de... Là, pour le coup, l'ambition, elle est zéro. On ne devient pas concierge en chef. Je suis concierge, je resterai concierge. Être riche, travailler beaucoup, gagner beaucoup, enfin avoir ce rythme de vie des années 80,
on entreprend, on gagne, enfin c'est flamboyant. Clairement, ça m'attire pas et je gagne ce que je gagne. Je vis correctement, confortablement, mais simplement. Je mets pas d'argent de côté. Je pense pas à long terme. J'envisage pas d'avoir des enfants. Enfin, j'ai choisi de pas avoir d'enfants parce que du coup, le côté un peu cigale, c'est sûr que quand l'hiver viendra, bon. J'ai beaucoup de temps libre. Je passe pas mal de temps en terrasse. Ça, c'est peut-être mon activité principale, les 3/4 du temps. Juste être dehors et regarder la vie, sentir les choses bouger, la vie qui se déroule. Là, sur la place au-dessus, où je vais boire mon café, où je vais boire ma bière, il y a un chat qui traîne, qui a été surnommé Malheur, qui est un très beau chat noir, on ne sait pas qui il a ses habitudes partout, il rentre partout, il vit sa vie. Voilà, je vois Malheur qui passe, ça me fait plaisir. Quand sous mes fenêtres, je vois tous ces petits-enfants de 4-5 ans qui passent tous avec leurs gilets jaunes, leurs accompagnateurs, et ça me fait plaisir. Moi, je peux me mettre à ma fenêtre et regarder ce qui se passe sous ma fenêtre, me mettre en terrasse et regarder ce qui se passe dans la rue ou sur la place devant moi, ça suffit. Ça fait la moitié de ma journée, ça. Je crois que les 3/4 du temps, je fais rien, en fait. Ouais, je suis vraiment un traînard, ouais. On a des Playmobil et chaque parent ou grand-parent, mes frères, Nathalie, tout le monde a sa place. Ils sont assez serrés. Dans cet écrin. Et alors, donc, on peut brûler un peu d'encens et on peut imaginer... Ça, c'est la cérémonie. C'est notre panthéon. Hein, oui. Ça, c'est mon frère Antoine, notre fille Nathalie. Oui. Et mon frère Marc. Coucou la famille. Nathalie a eu le cancer quand son fils avait 2 ans et quelques mois. C'était un cancer très, très agressif. Oui, quand on fait le total, les décès, les morts qu'on a eus, est quand même costaud. Enfin, et le plus grave, naturellement, c'est ces enfants. Hein, ça, c'est le plus grave, parce que finalement, oui, ils sont plus jeunes. Et les autres... et ça reste difficile, hein, malgré le sourire, parce qu'il y a quand même quand je suis, par exemple, à la toilette, que je réfléchis, que je voudrais quand même encore parler avec elle. Rien que d'y penser, ça fait déjà... Non, ça reste difficile, mais moi je dis toujours, je me compare avec une petite poupée en plastique qu'on jette dans l'eau. Ça, oui, ça descend, mais ça remonte toujours. Et j'ai un peu l'impression, ça c'est mon caractère. Le canard de bain, là. Oui. C'est ça. Oui, le canard, on l'enfonce et oups, il est là. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est mon caractère. Enfin, heureusement. On se console souvent, aussi bien toi que moi, en se disant, bon, la vie qu'elle a eue, bon, elle n'est pas naturellement aussi longue que ça aurait pu se faire, mais d'un autre côté, on peut dire que
sa vie a été très remplie, très réussie. On est très fiers d'elle, ça. Et de voir des jeunes, de savoir et d'entendre qu'ils apprécient tellement les textes qu'elle a écrits, ça c'est incroyable. Nathalie a écrit ces histoires pour accompagner les enfants dans les moments difficiles. Au départ, pour expliquer son propre cancer à son tout jeune fils. Puis elle a continué, en prenant à bras-le-corps des sujets très durs, comme le suicide d'un parent, un accident mortel ou même l'euthanasie. Mais quand on sait être très triste, on sait aussi être très heureux. Oui, rouw is de prijs van de liefde. Ja. Donc le deuil est le prix. De l'amour. Oui, ce qui est pénible dans le deuil, c'est le prix qu'on paye par après pour l'amour qu'on a vécu, quoi. Moi, je sais que Mélissa, c'est quelqu'un de très fort, vraiment, pour arriver à surmonter ses difficultés, de se dire que voilà, son conjoint est parfois pas du tout en état d'assumer ses tâches de conjoint. Elle a toujours été d'une force incroyable et d'une aide et de me soutenir, d'en discuter et de m'aider à justement passer ça avec facilité, je trouve. Et donc oui, c'est important. Mais je crois que surtout la grosse force, elle vient de chez lui et c'est lui qui me la donne. Parce que je pense qu'il ne serait pas comme ça. Je serais pas comme ça non plus, quoi. C'est à deux. Oui. Et oui, il y a des moments où c'est plus compliqué, mais comme tu dis, je crois qu'on est persuadé que voilà, il faut garder des beaux objectifs et dans la vie, il y a aussi de belles choses qui arrivent, enfin plein de belles choses, et donc ici, c'était une très belle chose. J'ai la chance de connaître ces moments-là maintenant, on me donne le privilège de les vivre et on les vit à fond. Ça a des côtés positifs, d'être un cancéreux. On vit vraiment les moments plus forts, je pense. Qu'est-ce que ça vaut d'être en vie? Et si je sais pas comment offrir mes larmes en présent, j'essaierai de croire en moi. Le sage dit que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Souvent, là où on est le plus fragile, se trouve aussi notre plus grande force. Ici, dans la rue de l'Étuve à Bruxelles, comme vous dans votre rue, chaque souffrance et chaque joie, chaque larme versée et chaque rire partagé, tous ces grains d'or d'humanité, nous rapprochent un peu plus du métier que l'on entreprend tous dès le petit jour de notre naissance. L'étrange, beau et prodigieux métier de vivant. Oh,